Je m'appelle Nora Delma j'ai 32 ans, et pendant des années, ma famille m'a appelée la raisonnable. Je pensais que c'était un compliment. J'ai compris sa véritable signification le soir où ma mère m'a demandé de payer les dettes de mon frère, puis a découvert que je n'étais plus disposée à le faire. Tout avait commencé avec un message reçu un mardi matin. Nora, viens dimanche. Nous devons parler de l'avenir de Théo. Aucune explication. Théo était mon petit frère, 24 ans, charmant, ambitieux et incapable de garder un emploi plus de quelques mois. Moi, je travaillais comme restauratrice d'œuvres d'art à Strasbourg. Je vivais modestement, mais j'avais économisé pendant des années pour acheter mon propre atelier. Dans ma famille, pourtant, mes économies n'étaient jamais vraiment considérées comme les miennes. Quand mon père avait besoin de réparer sa camionnette, j'avais payé. Quand Théo avait abandonné son école, j'avais financé sa nouvelle formation. Quand mes parents avaient accumulé des factures, j'avais encore été celle qui trouvait une solution. Je ne demandais jamais rien en retour. C'est probablement pour cela qu'ils ont fini par croire que je ne demanderais jamais rien. Dimanche, ma mère m'attendait dans le salon avec mon père et Théo. Sur la table, il y avait un dossier bleu. « Nous avons une opportunité pour ton frère », annonça ma mère. Théo venait de reprendre une petite entreprise de location de matériel événementiel. Selon lui, il lui fallait 25 000 € pour « passer au niveau supérieur ». Ma mère posa le dossier devant moi. « Tu pourrais investir. » Je feuilletai les pages. Les chiffres ne correspondaient pas. L'entreprise devait déjà de l'argent à plusieurs fournisseurs. Le chiffre d'affaires annoncé était largement supérieur aux déclarations officielles. Et certaines dépenses semblaient avoir été inventées. Je refermai le dossier. Je ne vais pas mettre mes économies là-dedans. Ma mère changea immédiatement de visage. Après tout ce que ton frère a traversé? Ce n'est pas une question d'amour. C'est une question d'argent. Théo se leva brusquement. Tu as toujours été jalouse de moi. Je le regardai, stupéfaite. J'avais payé ses études. J'avais trouvé son premier appartement. J'avais même remboursé une dette qu'il m'avait juré être la dernière. Et maintenant, j'étais jalouse. Je suis partie sans discuter. Le lendemain, mon père m'appela. Ta mère est très en colère. Je sais. Il hésita. Elle pense que tu lui dois encore quelque chose. Cette phrase m'a fait comprendre que le problème n'était pas Théo. Le problème, c'était moi. Ou plutôt, la version de moi qu'ils avaient construite. La fille qui disait toujours oui. 3 jours plus tard, j'ai reçu une lettre recommandée. Elle venait d'un cabinet juridique. À l'intérieur se trouvait une proposition appelée « Accord familial de soutien ». Je devais verser 25 000 € à Théo. Je devais également garantir un prêt professionnel à son entreprise. Et, en échange, ma famille s'engageait à maintenir la paix familiale. J'ai relu le document 3 fois. Puis j'ai remarqué quelque chose d'étrange. La signature de l'avocat apparaissait également sur plusieurs anciens documents de l'entreprise de Théo. J'ai commencé à vérifier. Et ce que j'ai découvert m'a donné froid dans le dos. L'avocat travaillait depuis plusieurs années avec Théo. 2 anciennes sociétés de mon frère avaient été fermées après des dettes importantes. Plusieurs fournisseurs avaient déposé des plaintes. Et surtout, une ancienne associée affirmait que Théo lui avait fait investir toutes ses économies avant de disparaître avec l'argent. Je suis restée longtemps devant mon ordinateur. Puis j'ai appelé mon frère. Théo, il faut qu'on parle. Il n'a même pas essayé de nier. Tu fouilles dans ma vie maintenant? Je veux simplement comprendre. Il a ri. Tu comprends très bien. Tu as de l'argent. J'en ai besoin. C'est comme ça que fonctionne une famille. Cette phrase m'a brisée. Pas parce qu'elle était cruelle. Parce qu'elle était sincère. Il croyait réellement que mon argent lui appartenait. Le vendredi suivant, ma mère m'invita à dîner. Elle disait vouloir s'excuser. J'y suis allée. Mais lorsque je suis entrée dans la maison, j'ai immédiatement compris que ce n'était pas un dîner. 2 hommes en costume étaient assis dans la salle à manger. Le fameux avocat était là.
Et devant chaque chaise se trouvait un contrat. Ma mère sourit. Asseyons-nous. Cette fois, nous allons régler ça calmement. Je pris place. L'avocat commença à expliquer que ma participation permettrait de sauver l'entreprise de Théo. Puis il posa un stylo devant moi. Il suffit de signer ici. Je regardai le contrat. Puis je levai les yeux. Et si je refuse? Ma mère répondit avant lui. Alors nous devrons expliquer à certaines personnes comment tu as géré l'héritage de ta tante. Mon cœur se serra. Elle parlait d'un héritage dont j'avais géré chaque centime avec des justificatifs. Mais il comptait sur une chose, personne ne connaissait les détails. Il voulait me faire peur. Je pris une profonde inspiration. Puis mon mari, Lucas, qui était resté silencieux jusque-là, ouvrit son sac. Il posa une chemise épaisse sur la table. Avant que Nora signe quoi que ce soit, je pense que vous devriez lire ceci. Ma mère fronça les sourcils. Lucas était comptable judiciaire. Son travail consistait précisément à analyser les fraudes financières. Il avait passé 2 semaines à vérifier les documents que je lui avais montrés. Il posa les relevés bancaires, les registres des sociétés et les plaintes devant l'avocat. Les chiffres présentés dans votre contrat sont faux, dit-il calmement. Et l'entreprise de Théo est déjà insolvable. Théo devint blanc. L'avocat tenta de protester. Lucas continua. Nous avons également trouvé plusieurs transferts d'argent vers des comptes personnels. Le silence tomba. Ma mère regarda mon frère. Pour la première fois, elle ne le défendit pas. Théo se leva. Vous ne comprenez rien. Lucas posa une dernière feuille sur la table. Cette dernière pièce vient d'une ancienne associée de votre frère. Elle décrit exactement le même montage. Théo quitta la pièce. L'avocat rangea ses documents et partit quelques minutes plus tard. Il ne restait plus que mes parents, mon mari et moi. Ma mère me regarda. Tu avais vraiment préparé tout ça contre ta famille? Je secouai la tête. Non. J'ai préparé ça parce que vous m'avez obligé à me protéger. Elle commença à pleurer. Mais nous sommes tes parents. Je sentis les larmes monter à mes yeux. Justement. Je voulais être votre fille. Pas votre banque. Mon père baissa la tête. Je sortis alors les relevés de toutes les sommes que j'avais données au fil des années. Je ne les avais jamais comptées. Eux non plus. Mais ce soir-là, je les ai regardés. Pas pour réclamer l'argent. Pour comprendre. J'avais passé 12 ans à essayer de prouver que j'étais une bonne fille en sauvant tout le monde. Et personne ne m'avait jamais demandé si j'allais bien. Je me levai. Je ne vous dois plus rien. Ma mère murmura. Et si Théo a besoin de toi? Je répondis simplement. Alors il devra apprendre à se sauver lui-même. Je suis partie. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Mais pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas eu peur du lendemain. Quelques mois plus tard, Théo a dû fermer son entreprise. Mon père a finalement reconnu qu'il savait depuis longtemps que les finances de mon frère étaient catastrophiques. Ma mère ne m'a pas parlé pendant plusieurs semaines. Puis, un matin, j'ai reçu un message. Je crois que j'ai passé ma vie à confondre amour et sacrifice. Je l'ai lu plusieurs fois. Je n'ai pas répondu immédiatement. Parce que pardonner n'oblige pas à redevenir la personne qu'on était avant. Aujourd'hui, j'ai mon atelier. Je travaille, je voyage, j'épargne pour mes propres projets. Et lorsque quelqu'un de ma famille me demande de l'aide, je ne dis plus automatiquement oui. Je demande d'abord, est-ce que tu me demandes de t'aider, ou de porter ta vie à ta place? Cette différence a changé toute mon existence. J'ai longtemps cru que couper une habitude familiale, c'était abandonner les siens. Maintenant, je sais que parfois, poser une limite est la première manière de se respecter. Je n'ai pas perdu ma famille ce soir-là. J'ai simplement cessé de me perdre moi-même pour la conserver.